Radio Rex, it's on air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Je pense que de toute façon, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le plus important, c'est de prévenir le feu. C'est qu'il n'arrive pas à la poirer. C'est là que c'est dangereux, c'est encore plus dangereux justement. Alors, qui pour le mot de la fin ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect, votre émission de société, de débat. Mais alors ce soir, le débat va être très court parce que malgré le nombre de voix qu'il y avait dans le générique, eh bien, nous serons deux pour animer cette émission. Il y aura moi, Nicolas, je vous le rappelle, et puis Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Alors de retour de ce petit voyage en Afrique, tu étais où exactement, rappelle-le-nous? Au Cameroun. Au Cameroun, et ça, je l'imagine, nourrira certainement pourquoi pas, des chroniques futures sur Oui, sur ce certainement. Oui, de toute façon, je finis le mémoire et après on pourra éventuellement en parler parce que c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre les lectures et la réalité. Si on part pas, généralement on a de grandes chances de lire des conneries. Parce qu'il faut pas oublier en fait que les auteurs restent malgré tout des personnes qui ont des affinités plus ou moins certaines avec des gens ou avec des individus en particulier. Et donc du coup ça peut vraiment trancher sur la vision qu'on en a. Et on voit en fait que il y a beaucoup de subjectivité dans la littérature africaine, quoi. Eh bien, nous y reviendrons sans doute, car nous sommes encore ensemble, a priori, pour les prochaines semaines, pour cette émission Politiquement Correcte. Alors, peut-être pas de manière systématique, mais d'ici la fin de l'année, nous devrions encore faire plusieurs émissions. Peut-être avec Hugo, s'il daigne revenir un jour de son Australie. Fin mai, voilà. Donc, je pense qu'on fera encore peut-être une ou deux émissions en juin avant de terminer cette saison ensemble. Voilà. Alors, une émission, on va rien vous cacher, un peu improvisée ce soir, ce qui explique peut-être notre nombre et le thème. Bon, vous me direz, il n'y en a peut-être pas 150 en ce moment non plus. Une émission sur l'Europe, puisque, Marc, tu me le disais juste avant de commencer cette émission, demain c'est la journée de l'Europe. Et puis, le 25 mai, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura les élections européennes. Alors là encore, vaste sujet, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais irez-vous voter à ces élections qui battent des records d'impopularité? Et on le verra, il y a plusieurs enjeux. On l'a vu déjà avec les élections municipales, le Front National semble prendre des proportions un peu plus importantes que d'habitude dans le débat français. Et effectivement, le Front National qui pourrait avoir quelques sièges de députés européens. Certains sondages mettent ce parti politique, on va le rappeler, parti politique parfois controversé évidemment, eh bien certains sondages le mettent en tête des intentions de vote. C'est l'Express ce jour même, non pas ce jour, c'était mercredi, l'Express disait 22% du Front National, devant l'UMP 21% et le PS 17%. Alors que valent les sondages? On va pas refaire le monde, on en a déjà parlé dans cette émission. Celui-ci c'était un sondage d'Harris Interactive, mais voilà, ça donne en tout cas une mesure que selon laquelle le Front National pourrait être un acteur important de ces élections européennes qui se dérouleront donc d'ici 15 jours maintenant. Alors peut-être déjà une petite réaction à ces élections. Marc, toi qui n'étais pas toujours présent ces dernières semaines en France, déjà j'imagine qu'on n'en parle pas. Non, pas tellement. Afrique. Bon, déjà en Afrique, juste petit aparté, l'Europe ou les pays occidentaux sont très mal vus. Donc s'il y a quand même une espèce de, je dirais pas de théorie du complot non plus, mais l'Occident, ça reste le mal absolu, ça reste le déclencheur de tous les conflits. Ce serait la France qui serait à l'origine de la guerre en Centrafrique. Enfin, on a beaucoup de ça, beaucoup de théories comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Europe, j'ai pas eu l'occasion d'en parler beaucoup avec les pays, avec les gens, les Camerounais que j'ai rencontrés là-bas. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, il reste que l'Europe, pour certains, reste un certain modèle, parce que en Afrique, on n'a pas vraiment de ce qu'on pourrait appeler de voie d'approfondissement, quoi. Je veux dire, on a des structures, la CEMAC et d'autres, mais on n'a pas, c'est pas très complémentaire, et c'est pas comme l'Europe. Après, pour ce qui est de l'Europe, et là on en revient au débat justement sur le FN, etc. À chaque année, je crois que c'est tous les 5 ans, on a des élections européennes qui se passent. Je crois que personne ne vote.
Et puis c'est compliqué aussi, il faut faut s'inscrire sur les listes, avoir plus ou moins un certain nombre d'années de résidence. Enfin, c'est assez compliqué. Et puis l'Europe, je pense que l'Europe n'intéresse pas. Ou alors si elle n'intéresse pas, et après on peut chercher les causes, et ça serait justement la complexité et de voir que essayer de lire par exemple des comptes rendus qui sont rendus par les conseils européens ou autres, eh ben, c'est du charabia administratif. Quand on comprend rien, on a du mal à saisir l'enjeu et on a du mal à voir dans quelle mesure on peut être citoyen européen, dans la mesure où quand on va dans un pays, on n'est pas dans un grand pays, on est dans plusieurs pays qui politiquement sont rassemblés sous une tutelle et économiquement il peut y avoir quelque chose. Donc je pense qu'il y a aussi ce point-là, voilà, le désintéressement par le fait que ça soit un peu compliqué et qu'on n'y voit pas tout de suite les effets immédiats sur la citoyenneté européenne, peut-être. Mais... Et l'éloignement certainement d'un échelon qui comprend à la fois bien sûr l'Europe de l'Ouest et donc nos amis, les voisins de la France, et puis également l'Europe de l'Est qui est beaucoup plus éloignée et le Parlement qui se réunit lui-même à Bruxelles et d'autres instances. Finalement, on se sent éloigné. Oui, on se sent déjà éloigné. Puis déjà l'Europe. On a des pays qui ont été rajoutés, voilà, depuis 57. On est passé de 6 pays à l'origine à 28 aujourd'hui. 28 avec la Croatie, exactement. On a déjà ce problème-là, c'est qu'on a des pays qui, dans l'imaginaire et même dans l'imaginaire subjectif, certes, mais voilà, pour nous, ça reste voilà, les pays de l'Est. Déjà, rien que le fait de devoir dire pays de l'Est, Europe de l'Ouest, pays entre guillemets, développés de l'Europe et pas développés de l'Europe. On a quand même des confrontations là. On a le Parlement qui se réunit à plusieurs endroits. On sait très bien, malgré le traité de Lisbonne, qu'il peut juste voter le budget. C'est quand même pas énormément important, surtout que le Parlement, c'est quand même le lieu du débat, généralement. On a d'autres trucs, voilà, on a le Conseil européen. On a plein de choses. On a le Conseil européen. On a le Parlement, pas le Parlement européen, le Conseil de sécurité. Enfin, Conseil de sécurité. Autant pour moi, Conseil européen, voilà, avec tous les grandes figures, les Mercosi. Enfin, c'est tout ça qu'on a aussi l'idée d'une technocratie un petit peu. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la fédération, ce sont pas les parlementaires, donc des élus qui sont votés, en France ou d'autres. On sait bien que ce sont les dirigeants des États qui décident en dernier ressort. Hein, pour la guerre en Centrafrique, pour les autres trucs comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On a un triangle institutionnel qui fait que le Conseil de l'Europe est bien plus puissant que les autres instances. On a souvent entendu parler dans cette émission de Maxime, notre camarade chroniqueur Maxime, qui est très régulièrement contre l'Europe, qui s'exprime contre l'Europe. Et finalement, ce que tu viens de citer, c'est-à-dire le fait que les chefs d'État ou leurs ministres décident pour l'Europe, et finalement que l'ordre européen ne soit pas bouleversé par l'Union européenne, est-ce que finalement c'est pas un point positif? C'est-à-dire qu'on a d'un côté le reproche d'une Europe qui décide soi-disant, mais en réalité l'Europe, ce sont les dirigeants. L'Europe, ce sont les différents dirigeants des pays, c'est Hollande, c'est Merkel pour l'Allemagne, et finalement, j'en viens d'ailleurs un peu à une seconde question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on critique facilement l'Europe, est-ce que c'est légitime de toujours critiquer l'Europe, sachant que l'Europe finalement ce sont les 28 pays, et que principalement ce sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les forces européennes, et finalement c'est nous, ce sont nos représentants que nous élisons nous-mêmes dans nos propres scrutins, en les élisant au présidentiel par exemple, ou aux législatives pour ce qui concerne les députés. Enfin, si j'ai bien compris Maxime, ce qu'il dit là, là je pense qu'il a totalement raison, c'est de dire que les grandes décisions, qu'elles soient prises par les États ou autres, déjà d'une, il y a un premier point, c'est-à-dire que quand je dis dirigeants, je dis pas tous les dirigeants, je dis certains dirigeants qui sont en pouvoir, et que économiquement ou politiquement sont les plus importants, premièrement, et deuxièmement, ce qui peut aussi déranger, les gens de notre catégorie, les citoyens français en règle générale ou autres, ou lambda, on va dire ça comme ça, c'est qu'on a des fois des décisions qui sont prises parce que l'Europe existe, en fait, et que du coup on a des répercussions sur le plan, l'austérité, la rigueur, des choses comme ça qui sont, si on suit un petit peu la construction européenne, qui sont plus ou moins liées par cette idée de lien entre les pays qui sont imposés, qui sont votés mais imposés parce que l'Europe existe. C'est ça en fait. Il y a une espèce de imposé à la création de l'Europe par les mêmes pays, et dont la France, qui aujourd'hui critique, les citoyens critiquent facilement. C'est ça aussi que Maxime dit. Je ne veux pas parler à sa place, mais c'est le fait de dire que nos dirigeants prennent des décisions, certes, mais ils sont obligés de les prendre parce qu'ils sont piégés
dans l'Europe, entre guillemets, voilà, dans le système économique et autres. Mais je citerai Talleyrand qui disait que le véritable pouvoir est toujours caché. C'est-à-dire que quand je dis le Conseil de l'Europe, c'est lui qui décide en dernier ressort, c'est vrai, mais c'est pas lui qui crée les décisions. Ils arrivent, le truc est fait, ils le lisent et puis c'est fini. On a tout, voilà, on a tous ces anti-chi qu'on appelle, voilà, qui font un peu le lien entre les différentes délégations. On a des parlementaires européens. On a aussi ces gens qui créent là dans la Commission européenne, qui créent des projets, qui votent. On va dire que voilà, c'est le Conseil européen qui décide de dernier ressort, mais tout le processus derrière, il y a quand même, voilà, le vrai pouvoir est toujours caché. Donc que ça soit, même si le Parlement et la Commission européenne ont beaucoup moins de pouvoir que le Conseil de l'Europe, dans le Conseil de l'Europe, voilà, il y a toutes ces entités qui créent derrière et qui après imposent au jugement dernier entre guillemets au président des États dans l'Europe, quoi. Alors on disait l'Europe est complexe, et c'est peut-être pour ça qu'il y a finalement peu d'électeurs, ou que les gens ne s'en soucient pas, ou votent blanc, nul, ou justement s'abstiennent parce qu'ils jugent que l'Europe, ils n'en veulent pas, donc ils n'ont pas voté. C'est quelque chose qu'on entend, hein. Les gens ne vont pas voter cette élection-là parce qu'ils estiment que comme ils ne veulent pas de l'Europe, ils ne veulent pas voter pour l'Europe. Et paradoxalement, alors qu'il y a le moins d'électeurs dans cette élection en France, eh bien on a un nouveau phénomène lors de cette élection 2014, c'est l'apparition de 31 candidats sur l'île de France. 31 listes de candidats sur la région Île-de-France, 24 en moyenne sur la France. Rappelons que la France est découpée en circonscriptions beaucoup plus importantes, hein, bien sûr, que les législatives. On élit par liste des députés européens, donc selon certaines circonscriptions. Donc vous n'élirez pas un seul député européen pour la France, mais plusieurs. Hein, il s'agit bien de cette élection-là. Et effectivement, donc par exemple, ce phénomène de 31 listes, je le vois bien, bien sûr, dans le cadre des différentes communes, les difficultés à trouver des panneaux pour mettre les affiches des candidats, des affiches de candidats qui ne seront certainement pour certains jamais affichées parce que les candidats n'ont pas les moyens d'imprimer des affiches. Rappelons quand même que sur une petite commune, il y a plusieurs lieux d'affichage. Donc voilà, toutes ces difficultés matérielles, même si ça c'est l'affaire des différentes communes, et des difficultés pour les électeurs d'y voir clair, sachant qu'effectivement, certains candidats n'auront aucune visibilité. On peut se poser la question de la pertinence de ces candidatures. Tu vas peut-être nous en dire quelques mots dans un instant. Voilà, 31 candidats avec des affiches certainement dans les plus grosses communes, des bulletins de vote dans les plus grosses communes, et puis les autres, ça passera à côté. Est-ce que finalement, on n'a pas là une désacralisation du vote qu'on retrouve qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur des élections habituellement françaises, où il faut absolument que le bulletin soit de telle manière, qu'il soit distribué de manière partiale, une campagne officielle à la télévision qui parfois est aberrante, où il faut que à la seconde près les candidats aient parlé de la même manière. Voilà, tout ce protocole qu'on retrouve, alors qu'aujourd'hui il y a les moyens numériques pour aller sur tel ou tel candidat, et finalement on peut se demander quelle légitimité il y a tout ça. Et à côté, une élection européenne où tout ça est mis de côté avec autant de candidats et quelque chose qui est finalement illisible, en tout cas je trouve. Il y a des choses qui sont respectées, les consignes de vote c'est obligatoire, je veux dire, enfin officiellement, mais bon, même dans les votes on va dire classiques nationaux. Enfin, le fait que la pile, par exemple, des bulletins doit être là identique, c'est-à-dire que s'il y a un candidat qui fait plus dans les premiers instants, qui fait plus qui fait plus de voix, forcément sa pile aura descendu, mais ils ont dans l'obligation, les gens qui s'en occupent, de faire que les piles des différents candidats soient égales. Par exemple, dans les poubelles aussi, on n'a pas le droit normalement de laisser vider les poubelles régulièrement pour pas voir qui a été jeté là-dedans. Non, mais c'est vrai que là, le chiffre que tu viens d'annoncer est aberrant, mais c'est aussi, c'est-à-dire que moi je vois le Parlement européen comme quelque chose qui crée lui-même en fait cette désacralisation, parce que le problème du Parlement européen, c'est prenons le Parlement, déjà il y a déjà plusieurs parlements dans l'Europe, bien évidemment, au nombre de pays évidemment. On a un Parlement aujourd'hui qui ne peut que voter le budget, et encore, pour voter le budget, c'est la Commission la Commission européenne qui décide en dernier ressort. On a un Parlement européen qui en fait ce sont des sbires qui discutent, qui se foutent des fois sur la gueule. Hein, on se souvient des discours de Jean-Marie Le Pen avec Cohn-Bendit, où ces fois ça pouvait un petit peu créer quelques crispations, bien évidemment. Mais il ne décide rien. Il ne décide absolument rien. Il peut proposer des choses, mais c'est la Commission, et du coup, ceux qui sont sous la Commission ou le Conseil de l'Europe qui décideront en dernier ressort. Ça, c'est le premier point. Et puis, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas croire que le Parlement européen, c'est non plus facile.
il faut quand même avoir, certes, le premier problème, c'est le problème des langues. On a 24 langues aujourd'hui. Bon, certes, voilà, tout ce qui est gaélique, enfin les langues de certains, ou même voilà le turc, on n'a pas demandé pour Malte que ça soit une langue officielle. Le problème des langues, ils ne décident absolument rien. Des gens peuvent se présenter, il n'y a pas l'écrémage qu'on a au niveau national. Ça, c'est un autre point. Et du coup, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on s'inquiète que le Front National rentre dans l'Europe, enfin dans le Parlement européen. Je vois pas le problème. Je veux dire, si vraiment ces gens-là connaissent l'Europe ou le Parlement européen, je ne vois pas pourquoi ils s'inquiètent. Après, peut-être qu'ils ont peur de l'effet ricochet qui serait pour 2017, éventuellement, le FN pourrait arriver. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Déjà, au plan national, le vote, on voit très bien que les participations descendent considérablement. Et en Europe, je veux dire que l'abstention est plus forte. Enfin, je veux dire, je crois que le taux de participation est 45%, je crois, ou peut-être un peu plus. En tout cas, il est passé de 60 dans les années 70, enfin fin des années 70. Il est arrivé maintenant à 50-45%, je crois. Et c'est ça, je me trompe pas. Alors, les votants, oui, ça représente 40%. 40%, voilà, voilà. C'est 40%. Alors, voilà, pourquoi? Parce que pour les raisons qu'on vient de dire. Et puis, en plus, pour ceux, il y a évidemment différentes choses, mais pour ceux qui vraiment votent, le Parlement européen ne sert strictement à rien. C'est dépenser du fric pour rien. Parce qu'un Parlement européen, il devrait avoir la légitimité de pouvoir proposer, de pouvoir accepter. Enfin, dire que voilà, si le président propose une loi, que le Parlement n'est pas d'accord avec enfin, oui, il sort de majorité. Là, il n'y a pas de majorité parce qu'il y a différents groupes, hein, évidemment. Mais après, voilà, ce qu'on peut comprendre aussi au Parlement européen, c'est qu'on a souvent des listes qui ne sont pas élues ailleurs. C'est pour ça qu'on a tant de listes qui se présentent, parce que le Parlement européen, c'est le lieu où le FN arrive en une position certaine. Europe Écologie Les Verts, enfin, si on prend toutes les catégories écolo de toute l'Europe, c'est quasiment identique niveau pourcentage avec ce qu'on a en France. On a des partis d'à peu près partout. Et on a voilà, un melting pot qui fait qu'on y voit déjà d'une fois pas clair, et puis de toute façon ce melting pot, moi je le considère un petit peu comme des clowns, même si après ça peut servir évidemment d'être parlementaire européen. Je pense à Vincent Peillon par exemple, qui a eu une certaine légitimité en étant parlementaire européen, mais il ne décide de rien. Il ne décide de rien, et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui il n'y a pas une mobilisation générale monétaire, enfin pour ces élections. Quel est l'intérêt de dépenser du fric aujourd'hui pour amener des zigotos qui vont arriver au Parlement européen, qui vont servir absolument à rien, si ce n'est que marcher en codécision avec la Commission européenne pour le budget. C'est tout. C'est tout. Et encore, c'est venu tard. Le traité de Lisbonne, c'est 2007, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, on voit très bien que ça ne continuera pas, parce que le traité de constitution, ça n'a pas fonctionné. Enfin, en 2001, ça a été repris par le traité de Lisbonne. On a vraiment des gros problèmes. Mais là où ça pourra peut-être changer, c'est que on a aujourd'hui, voilà, la crise étant passée, même si il y a encore des conséquences, on pourrait peut-être revenir sur des questions politiques, peut-être. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on voit que la Croatie est arrivée, peut-être un approfondissement où soit on approfondit, on change les structures qui sont nulles, parce qu'on a fait des structures au départ qui étaient faites pour 6 pays. Aujourd'hui, on en a 28. Et on a continué d'élargir, et au final, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Et en plus, on a un Parlement qui ne sert à rien, donc peut-être le dégager, si on pouvait, ce serait bien. Alors, revenons-en à ces élections, puisqu'elles vont mine de rien avoir lieu. Le 25 mai prochain. Alors évidemment, qui dit 31 listes dit forcément des listes atypiques, des listes qu'on ne connaît pas forcément. Ouais, voilà, il n'y a pas que le Parti socialiste, l'UMP, le FN qui vont présenter des listes. 31 candidats en Île-de-France, de nombreuses listes, quand on y regarde écologistes. Voilà, donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'elles ne se mettent pas ensemble. Par exemple, oui, c'est vrai. Pour avoir un poids, je veux dire, quand on défend une idée et qu'on sait qu'il y a une élection, c'est bien beau de se présenter et de dire coucou, je suis là alors que personne va vous voir. C'est peut-être mieux de se présenter en commun et de défendre ses idées. Oui, mais l'ego en politique est devenu. Non, mais enfin, voilà, je veux dire. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. L'ego, certes, mais du coup, personne ne va se faire entendre. Mais oui, mais c'est l'ego individuel, ça, malheureusement. Alors, parmi ces fameux candidats, on a Louis Gouillon-Matignon. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce jeune homme. Louis de Gouillon-Matignon, qui est très jeune, 1991 pour l'année de naissance, qui préside l'association de défense de la culture tzigane.
Je ne sais pas si tu en avais entendu parler de ce Non, jeune non. homme. Voilà, et qui se présente et il présiderait le Parti européen depuis le 14 février 2014. Voilà, il est étudiant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc lui, par exemple, eh bien, il va clairement défendre eh bien certains. Alors justement, ce qui est beaucoup. Alors on va faire attention à ce qu'on dit, mais ce qui est beaucoup C'est politiquement attaqué, correct, voilà, non mais pour le coup l'émission porte bien son nom, ce qui est beaucoup attaqué par le Front National et d'autres partis d'ailleurs, hein, et on pensera à l'UMP, les gens du voyage par exemple, voilà. Et ça montre finalement que là, pour le coup, il y a des sujets qui pourraient émerger de ces élections européennes et dont on n'entend pas parler. Bah, parce que, voilà, la réponse est dans la formulation du parti de ce jeune homme. À me défendre, Est-ce que ce n'est pas un sujet européen pour le coup? non, mais... On est là face à un sujet qui concerne l'Europe, Non, mais qui là, d'ailleurs n'a là- rien à faire dans les élections Là, municipales. du coup, par on exemple. va rebondir sur quelque chose d'important. C'est la question des frontières. Voilà, les gens du voyage, d'accord. Déjà, j'ai du mal à me dire que les gens du voyage, ça dépend ce qu'on met dedans. Moi, je ferai une différence entre les Roms et les gens du voyage, Oui, que puisque les j'appellerais les Roms ne Manouches. sont pas Voilà, c'est destinés pas- à voyager. voilà, Ils veulent déjà. s'insérer dans la société. Voilà, mais le problème aujourd'hui, c'est que, évidemment qu'ils pointent du doigt une question ou un problème, ça dépendra comment on le voit. En l'occurrence, c'est un problème, que ce soit sur Oui, le plan il des y a une frontières, problématique. il y a une problématique, je veux dire, on est obligé. Ces gens-là, voilà, vivent là, ils se font dégager, etc. Mais bon, le problème, c'est que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, l'Europe, on n'a rien à foutre de ça. Elle a d'autres questions à se poser. C'est-à-dire nous, au plan national, ça nous intéresse. Mais est-ce que l'Europe est prête à prendre une directive là-dessus? C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un problème national. L'Europe, c'est pas un problème national qu'on émet voilà, au portefeuille européen. C'est ça le problème. Mais pourtant, les libertés de circulation sont bien dans Oui, les ça dépend. prérogatives Oui. de l'Europe. Oui, ça dépend des pays. Attention, tout le monde n'est pas dans Schengen non plus. Je Bien crois sûr. que Schengen, c'est 13 pays. Mais, hein. mais d'où l'important de mener une politique commune. Oui, mais c'est très important de mener une politique commune là-dessus, mais si des pays ne veulent pas, ou voilà. C'est-à-dire que Schengen, ça permet une libre circulation. Ça permet de pouvoir se déplacer, etc. Ça ne permet pas non plus de s'installer dans des conditions qui peuvent délabrer les gens. C'est pas ça. C'est-à-dire que toi, tu vas aller en Allemagne, tu passes, et encore, l'histoire des frontières, ça me fait un peu doucement rigoler, parce que à chaque fois, à chaque péage près des frontières, que ce soit dans l'est de France, etc., on a toujours des contrôles de douane, à proximité, et ils arrêtent que des voitures étrangères. Donc même à Meaux, alors pour te dire, on est quand même loin de l'Est quand même, mais que toutes les voitures étrangères se font arrêter aujourd'hui. Donc bon, les frontières, bon, il y a quand même un certain contrôle, ce qui est bien, mais faut pas nous sortir que l'Europe c'est la libre circulation, etc. Et pour en revenir juste à la question des Roms, certes il y a une libre circulation, mais est-ce que la libre circulation s'entend dans un sens d'aller-retour ou c'est un sens juste d'aller? Si on ouvre les frontières pour que tout le monde, enfin pour que certaines personnes migrent et viennent aujourd'hui s'installer, et puis enfin voilà, ils n'ont pas d'autre choix, je comprends très bien, mais on n'a pas d'autre choix que de s'installer dans des conditions délabreuses, quoi. Enfin, faut quand même le dire, et qui vont se faire après dégager, et après on va nous sortir, oui, bah c'est pas bien, ils étaient bien là, etc. C'est comme quand on a cassé le bidonville à Nanterre, tout le monde, tous les bobos sont venus, nous ont dit oh c'est terrible dans le bidonville à Nanterre, attention, dans les années 90, il y avait beaucoup de sociabilité, etc. Ça passe de la gueule du monde. Faut arrêter, c'était délabré au possible, voilà, et la question c'est un problème sans fin parce que les pays garderont une part de souveraineté des frontières, c'est normal, c'est normal. Alors la France compte 74 sièges au Parlement européen. Elle en comptait en 2009 72. Depuis 2013-74, avec certainement les sièges qui sont attribués aux Français de l'étranger, il me semble. Enfin bref, il y a eu un remaniement de tout ça. 74 sièges, plusieurs circonscriptions. Nous n'élisons pas tous la même liste au Parlement. Je le disais, en Ile-de-France, 31 candidats, en moyenne 24 sur la France, ce qui montre quand même que vraiment il y a des partis qui se présentent un peu partout. On avait eu le cas, on a parlé cette saison de Politiquement Incorrect de Dieudonné, qui s'était présenté en 2009 avec le parti antisioniste. Voilà, donc pour dresser un petit peu le portrait de ces élections, qui finalement suscite de l'intérêt du côté des candidatures. Et puis, il y aura des candidats à la présidence de la Commission européenne. Présidence de la Commission européenne. Alors, pour le coup, c'est le Conseil européen qui propose un candidat et c'est le Parlement qui vote pour ce candidat. Je pense que ce sera Martin Schulz qui va être élu, mais ça va faire... Parce que Martin Schulz, aujourd'hui, c'est le mec du PSE. J'ai toujours oublié comment... Il y a Martin Schulz, je crois que il est président du Parlement européen en ce moment. Il veut se présenter à la Commission, je crois. Alors,
S'il faudra peut-être regarder juste là pendant qu'on parle, mais je crois que c'est ça. Oui, donc on a encore une fois, c'est ça qui est... Il s'agit effectivement du 29e président du Parlement C'est européen, ça. donc l'actuel président C'est ça. de ce Parlement. Voilà, et juste pour, voilà, il y a Juan Emmanuel Barroso, C'est l'actuel c'est l'actuel. président de la Commission. C'est l'actuel président de la Commission, et on a, comment s'appelle-t-il, le président du Conseil européen, il est très connu. Alors, le président du Conseil de l'Europe, enfin Conseil européen, il est super connu. oui, tout à fait. Herman Van Rompuy, Rompuy. voilà. Voilà, donc on a, voilà, donc il va y avoir en plus, et il faut rappeler que le traité de Lisbonne, ou je sais plus, c'est peut-être avant le début des années 2000, il y a aussi un secrétaire général des affaires, Oui. Et c'est Catherine Ashton, un truc comme ça. Tout à fait. Donc on a, voilà, déjà on a 3 structures dont on sait que 2 ne servent, déjà une, Parlement européen qui sert à rien. La Commission européenne qui propose des choses, qui vote le budget, voilà, certes. Le Conseil européen qui décide, bien. Là, on a Martin Schulz, on a Barroso et on a Van Rompuy qui se tire un peu la bourre. On a rajouté Catherine Ashton, et du coup, il y a des conflits de légitimité énormes. C'est-à-dire que qui décide? C'est qui? Aujourd'hui, on sait très bien que le président de l'Europe, c'est Herman Van Rompuy. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Quand l'Europe doit être représentée, c'est Van Rompuy. Donc on a, c'est ce que je vois. J'ai peut-être un peu, certes, j'ai été peut-être un peu dévié, mais c'est pour vous dire que en plus des 3 structures qui sont complexes, on a des conflits de légitimité à l'intérieur même dedans. C'est un triangle institutionnel dans lequel des grandes personnalités qui dirigent ces grandes institutions se tirent un peu la bourre pour savoir qui va faire ci, qui va faire ça, qui va faire ça. Donc on a, voilà, c'est, Alors, ouais, à quel point c'est complexe. En l'occurrence, les candidats sur le poste de président de la Commission européenne, on en a déjà entendu parler dans cette émission, Alexis Tsipras, c'est le parti, le PGE. Alors le PGE, est-ce que tu te souviens, c'est le parti de la gauche européenne, c'est-à-dire l'équivalent de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Hein. On a également, et qui avait fait un score, alors je ne sais plus, un score honorable ou non pour les élections, je ne sais plus ce qui s'était passé avec ce mec, bref, sur les élections en Grèce, on en avait parlé, évidemment, si vous voulez vous référer aux émissions, je crois que c'était l'année dernière. On a Martin Schulz, tu le disais, du PSE, le PSE c'est évidemment le Parti socialiste européen, donc on l'imagine soutenu par le Parti socialiste français, rappelons que François Hollande est le président de la France. Il y a également Ska Keller et José Bové, alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire tous les deux, mais enfin, pour le Parti vert européen. Vous aurez bien compris que pour le moment nous avons donc nommé l'équivalent du front de gauche du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Il y a pour le PDE, alors le PDE c'est le Parti démocrate européen qui correspondrait à François Bayrou en France, qui présente son candidat, Guy Verhofstadt, voilà, bon bref, qui présente son candidat, et puis le Parti populaire européen représenté, donc le Parti populaire européen qui est l'équivalent de l'UMP et du centre droit, représenté par Jean-Claude Juncker. Voilà. Ces partis ont d'abord, avant les élections, dit qui est-ce qu'ils mettraient éventuellement au pouvoir en fonction de s'ils seront les vainqueurs de l'élection européenne. Voilà. Sachant que c'est bien sûr le Conseil européen qui proposera la candidature. Donc voilà, un système, on va dire, entre guillemets, transparent à la veille de ces élections pour savoir qui dirigera la Commission européenne, qui est quand même un élément fondamental de la construction européenne. D'ailleurs, on parle plus du Parlement, parce qu'il y a les élections qui arrivent, que des élections de la Commission. Pourtant, c'est la Commission qui a le plus de pouvoir par rapport au Parlement européen. Mais c'est pour vous dire, c'est pour, voilà, Mais ça, finalement, ça rejoint le débat qu'il y a eu sur les élections municipales, où cette année, nous avons fait voter aux gens, soi-disant, les conseillers communautaires. C'est-à-dire que les conseillers communautaires étaient sur les listes, mais en fin de compte, ça ne change rien par rapport à avant, puisque avant, les désignations se faisaient au conseil municipal. La seule chose que ça change, c'est que les communes ayant des représentants du parti de l'opposition, on va dire, dans chaque mairie, ont pu prétendre à des postes en fonction de la proportionnelle, finalement. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu de véritable révolution. Tous les présidents de conseils communautaires qui ont été investis ont certainement dit dans leur allocution au début, je suis très fier car c'est la première fois qu'on m'élisait au scrutin, au suffrage universel. Dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose. Oui. Ah oui, non, mais Et donc finalement, la Commission européenne qui est désignée par l'ensemble des chefs d'État des différents pays qui généralement eux-mêmes étaient élus dans le cadre d'un suffrage universel plus ou moins direct par les habitants de leur pays, bah, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, on est totalement d'accord. Non mais c'est pour... Voilà, là normalement, si les gens nous écoutent,
voilà, si 2 personnes c'est bien, si les gens nous écoutent, et si toute la planète pouvait nous écouter, personne n'irait voter. Parce que franchement, c'est perdre son temps et nous faire croire, en fait, je pense que le Parlement européen, et là, bon, je ne peux pas bien attirer les complots, a été créé, bah, c'est, voilà, dans un but unique, de faire croire que les gens peuvent participer. Alors que personne, voilà, personne alors, on est des représentants, d'accord, certes, mais les représentants ne servent à rien. Déjà, c'est quand même terrible. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, comme le FN, alors que le FN y est arrivé depuis les années 90, je crois, dans ces années-là, première fois où le FN arrivait avec Jean-Marie Le Pen, on en a fait un scandale monstre, en disant c'est terrible, limite c'était l'apocalypse, l'eurocalypse, hein, pour le coup. On en a fait un... Alors, premièrement, j'écoute et je lis des fois la presse, même si je ne passe pas mon temps là-dessus. On a des journalistes qui essaient de comprendre, avec toute la subjectivité qu'ils ont, c'est-à-dire avec les gros a priori derrière, qui essaient de nous expliquer, de comprendre et faire le psychologue, en fait, vis-à-vis des gens qui votent pour le Front National. Ça commence à être lourd. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un petit peu la maîtresse de maternelle ou la... Voilà. Alors, tu votes ça, pourquoi? Il y a des raisons, c'est psychologique, c'est psychanalytique, je sais pas trop. Limite, on a des facteurs extérieurs qui expliquent ça. Alors maintenant, ça serait la bêtise. C'est-à-dire que les gens qui seraient du FN seraient dans une bêtise, seraient moins cultivés, seraient ci, seraient ça. Quand on écoute les gens qui votent, enfin en tout cas ceux qui osent passer sur Europe 1, des fois, vous savez, ou je sais pas, où ils appellent, etc., ils ont un discours, certes contestataire, parce que bon, on voit très bien que ça fonctionne pas avec l'UMP, le PS, mais il y a des raisons derrière. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer. Il y en a qui sont souverainistes, il y en a qui sont dans une logique voilà, de retour à une souveraineté budgétaire, ce que là on a perdu avec l'Europe. Il y a quand même de la cohérence. Il y a quand même, je dis voilà, on a le droit de pas être d'accord, mais il y a de la cohérence derrière. Il faut arrêter de jouer les psys quand le Front National, ça y est. En plus, c'est vraiment brasser du vent et faire de la pub et du sensationnel pour rien, parce que c'est pas parce que le FN va être élu soit au Conseil européen, soit au Parlement européen, soit à la présidence de la République, que ça va changer grand-chose. Il faut bien être franc. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas essayé encore ce remède-là, donc on va essayer. Alors voilà, justement, est-ce que finalement la dédiabolisation du Front National associée à une crise financière, économique, sociale en France ne rend pas une solution de facilité finalement pour espérer trouver une des solutions en votant Front National? On a commencé à voir un petit peu l'action du Front National ou de ses alliés dans certaines villes où on met en place des mesures phares comme le couvre-feu, comme le fait de ne pas célébrer certaines choses dans leur commune, c'était le cas à Villers-Cotterêts, enfin voilà, certaines mesures phares histoire de se montrer un peu, et qui montrent d'ailleurs un petit peu la ligne du Front National qui a plus ou moins été cachée ces dernières années, hein, en faisant des mesures quand même restrictives, ce qui avait quand même été mis de côté par Marine Le Pen qui appuyait principalement sur l'économie et sur le fait que la gauche et la droite ne s'en sortaient pas. Et finalement, est-ce que c'est pas une solution de facilité face à une France dans laquelle, enfin une France et dans un monde dans lequel il faut quand même remettre en question certaines dépenses, remettre en question certaines choses, voilà, pour essayer d'équilibrer les comptes, finalement de se rapprocher le plus possible, voilà, d'un déficit minimal prôné par l'Europe certes, mais peut-être défendable d'un autre point de vue. Voilà, est-ce que finalement c'est pas une solution de facilité vers laquelle vont les gens en se raccrochant au beau discours de Marine Le Pen? Bah, la facilité, elle est aussi quand les gens votent aussi pour l'UMP ou le PS. On voit très bien que voilà, bon, je vais pas faire mon vieux réac, surtout que j'y étais pas, mais De Gaulle disait toujours les Français sont des veaux, et en disant qu'ils votent pour l'un, pour l'autre, pour l'un, pour l'autre. C'est pareil, gauche, droite. Sarkozy ça marche pas, bah tiens, on va voter à gauche. Là, il y a de la facilité aussi. C'est-à-dire qu'on cherche pas. C'est terrible parce qu'on sait très bien que les politiques ne font pas un tiers, mais encore je suis gentil, ne font pas un tiers. Ouais, je suis vraiment gentil de ce qu'ils disent. Alors on sait très bien que ce sera aussi la même chose pour Marine Le Pen, mais ils n'ont pas encore essayé Marine Le Pen. Devant toutes les catastrophes, enfin je veux dire catastrophe, je vais pas faire non plus voilà Mont Saint-Jean, mais devant toutes les voilà les mesures, les rigueurs, les crises économiques, les machins comme ça, tout ça, alors qu'on les ressent que très indirectement quand même. Enfin, en ce qui me concerne, je veux dire, j'ai pas vu tout de suite, ou je sais pas toi, Nicolas, les effets de la crise économique, etc. Enfin, directement sur moi, en disant c'est terrible, etc. C'est comme les chefs d'entreprise qui disent aujourd'hui, oui, c'est la crise, on n'arrive pas bien à vendre. C'est la connerie. C'est pas parce que c'est la crise qu'on arrive moins à vendre. C'est parce que plus on avance,
plus aujourd'hui on essaye voilà, de concentrer et de réduire les coûts, mais c'est pas un effet de la crise. Tout le monde essaie de réduire les coûts pour faire plus de profit. Les délocalisations, les nouveaux systèmes de télécommunication, etc., ça joue un rôle. On arrive c'est quand même terrible, on arrive aujourd'hui à exporter je ne sais combien de biens en Chine, les faire transformer, je sais pas, un changement tarifaire ou autre, les faire revenir, par exemple, en France, et ça coûte 5 fois, 10 fois moins cher que si on faisait tout en France. C'est quand même terrible. Alors, faut arrêter de mettre tout sur l'eau de la crise. Les gens qui nous sortent, oh, c'est la crise, voilà. Non, non. Faut pas confondre la cause et conséquences. C'est-à-dire, il y a des raisons qui font qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, sur la solution de facilité, je terminerai là-dessus. Moi, je pense que s'il y a facilité à voter FN, il y a eu facilité à voter PS et UMP pendant plus de... De Gaulle est mort, enfin, il est parti en 69, donc voilà, depuis, on va dire... C'est de la TAF, RPR, UDF, et tout le truc. Alors du coup, on comprend bien qu'il y en a qui surfent sur la crise. Est-ce qu'on n'a pas également, et là c'est le fameux moment de l'émission assez régulier où j'oublie la question que je voulais poser, est-ce qu'on n'a pas tout simplement, eh bien voilà... c'est très et donc bien. je voulais ajoute, je t'en prie. Donc je disais facilité. Oui. C'est bon, t'as trouvé ta question? Non, vas-y, je t'en prie. Je disais facilité donc à faire ça. Et ce qui me dérange, encore une fois, c'est que si on dit que les gens qui votent Front National sont des imbéciles, ceux qui ont voté pour l'UMP et le PS, qui à chaque fois ont déchanté et qui ont été d'un bord à l'autre, etc., c'est des cons aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, est-ce qu'on n'est pas face à une accélération du calendrier, à une sorte d'instabilité politique dans laquelle on est... alors, on se rappelle, c'est pas si vieux que ça, il y avait le septennat, 7 ans pour mettre en place une politique, pour agir, pour prendre parfois des coups pour les présidents et puis s'en remettre derrière. Et aujourd'hui, on est face à un calendrier, on est à 2012. Une fois que 2012 est fini, que l'élection est faite, on prend 3 semaines pour regarder ce que fait Hollande et tout de suite, on est 2017. Ouais, on n'entend parler que de 2017. Toujours et toujours. On entend parler à gauche du bilan de la droite, à droite on entend parler du bilan de la gauche, on est totalement dans la contradiction, aucune proposition. Je n'exclus pas non plus de ce constat Marine Le Pen qui a beau faire certaines propositions mais qui à côté de ça surfe beaucoup sur le rejet gauche-droite et qui ne propose pas grand-chose de chiffré, de vraiment à mettre en avant, soyons clairs, comme pour la plupart des hommes politiques. Pas le Front National, finalement ceux qui proposent des choses c'est ceux qu'on entend le moins parce qu'ils travaillent justement sur des projets et on ne leur laisse pas la place de s'exprimer. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans ce monde aujourd'hui, dans cette France aujourd'hui où le calendrier électoral national notamment avec l'élection présidentielle est tellement resserré que ça devient n'importe quoi. On entendait parler là d'une éventuelle possibilité de repousser les élections départementales et régionales d'un an, le temps qu'on mette en place une réforme qui devait à l'origine être d'ici 2021 et qui pourrait être d'ici 2016. Il n'y a plus de repères. Ce sont des effets d'annonce avec Internet et la communication, des effets d'annonce de plus en plus importants où on annonce des choses qui ne veulent rien dire. Un exemple, et après je te laisse répondre bien sûr parce que la question est très vaste. Un exemple, on a annoncé cette semaine, Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que l'aide pour les communes serait repoussée d'1 an. C'est-à-dire qu'on aiderait les communes à mettre en place la réforme des rythmes scolaires 1 an de plus. Bon, ce qui paraît tout à fait logique quand on demande aux communes de mettre en place quelque chose, de les aider à le mettre en place parce qu'elles n'avaient pas forcément les moyens pour le mettre en place, c'est logique. Cette annonce de repousser, les gens ont l'impression qu'on va donner aux communes une dotation de telle somme d'argent pour tout le monde. Il faut quand même se mettre, et après je te laisse parler, en tête que ce genre de réforme, c'est une moyenne qui est faite. C'est-à-dire qu'on donne une enveloppe globale et ensuite on la répartit selon les communes. Et selon si les communes ont plus ou moins de moyens, a priori, sur certains critères, attention, ce n'est pas objectif, c'est purement subjectif ces critères, eh bien on attribue ou non les sommes d'argent. Voilà, on est face à des effets d'annonce, on va repousser d'1 an, face à la réalité qui est, bah oui, mais ça va dépendre. Les communes qui en auront vraiment besoin auront beaucoup d'argent, et les communes qui en auront moins le besoin, soit 10 ans, bien entre guillemets, eh bien auront moins de moyens, voire pas de moyens de donner par l'État, parce qu'on estime qu'elles peuvent financer la réforme qui leur est imposée. Donc voilà, on est face à ce constat, des effets d'annonce tous les jours, tout le temps, en permanence, de la contradiction, un climat finalement qui semble un petit peu pourri, je sais pas si on peut dire le mot, je sais pas si c'est ton ressenti. Oui. Non, mais le monde politique aujourd'hui, non mais voilà, je le dis souvent, mais bon, je peux pas être réac, j'étais pas né, donc je peux pas être réactionnaire. Déjà. Non mais c'est vrai, faut
Voilà, en fait, que ce soit l'Express ou bon, je globalise pas au Monde parce que le Monde fait encore quelque chose que je trouve assez objectif et assez complet. Mais toutes ces grands trucs, l'Express, les machins comme ça, il y a des trucs bien dedans, il y a des trucs bien, que ce soit le Point, l'Express, je sais pas, ou même l'IB, enfin je sais pas, il y a beaucoup de conneries évidemment, comme partout. Mais ce sont devenus en fait, moi j'ai l'impression que c'est des paris match de la politique. C'est-à-dire dès qu'il se passe un truc, ça devient people quoi. Enfin, il y a toujours un article réservé people qui font la une. Et oui, pour les effets d'annonce aussi, c'est pareil. On dit oui, il faut faire ci, puis après on va faire ça, puis après on va faire ci, faut arrêter. Et c'est tout ce climat en fait qui est général, qui est pas propre à un parti, hein, qui est apolitique pour le coup. Du coup, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Et Marine Le Pen surfe là-dessus, c'est bien évident. Mais voilà, c'est de la politique, hein, donc on est obligé de faire ça. Mais c'est vrai que devant les problèmes, à chaque fois on nous dit la crise européenne, la crise économique européenne, la rigueur budgétaire imposée par Bruxelles, le machin imposé par Bruxelles, il y a juste à dire qu'on en a marre de tout ça, et c'est vrai, pour avoir du poids. Et Le Pen, dans son discours, a des choses totalement pertinentes. Je veux dire, pertinentes dans le sens où, dans l'idée, après, la réalisation c'est autre chose, bien évidemment, mais elle ne peut que séduire même des gens qui raisonner. Enfin, faut arrêter voilà, arrêtons de faire de la psychologie des gens, on a l'impression que c'est des autistes qu'il faut ramener à la raison. Non, il y a des gens qui ont perçu des problèmes, qui les perçoivent comme ça, qui les percevront encore comme ça, et qui, du coup, un discours qui vont dans leur sens, bah, ils vont dans ce sens-là aussi. On voit très bien. Après, voilà, ce que je trouve assez bête, c'est les gens qui disent au MPPS ça marche pas, on va essayer le FN. Là, par contre, je trouve ça con. Parce que si on part du principe que en se balotant entre deux partis, ça n'a jamais fonctionné, pourquoi un autre parti ferait mieux enfin, voilà, il y a toujours un tiers n'est jamais enfin, un tiers est peut-être réalisé, mais ça c'est par contre ceux qui ont des raisons objectives, hein, des raisons qui t'alignent des trucs comme ça, il y en a beaucoup qui votent pour le FN et ces gens-là, voilà, ils ont des raisons et il faut écouter ces raisons. Alors tu nous emmènes à la dernière question de cette émission, l'introduction à ces élections européennes de la comptabilisation partielle du vote blanc, donc soit de ne mettre aucun bulletin dans son enveloppe, soit de mettre un bulletin blanc. Ça va être fait là, on va soi-disant les prendre en compte. C'est toujours un petit peu compliqué de prendre en compte ceux qui ne votent pour personne. Et l'aberration que je rajouterai dans ma question, je suis désolé de faire des questions si longues, c'est tout simplement ce parti du vote blanc qui existe. Il y a aujourd'hui un parti du vote blanc qui va présenter une candidature aux élections européennes. Voilà une nouvelle aberration, je trouve. Oui, une nouvelle aberration, mais pour les élections européennes, c'est de la connerie. Parce que le Parlement ne sert à rien. Ça sert à... Non mais c'est vrai. C'est voter... Ça sert à rien de voter blanc. Ça sert à quoi de voter blanc? Ils vont pas annuler. Non, de toute façon... Mais de manière générale, on en revient au même. Mais voter blanc ne sert à... Enfin, mais voter blanc, moi exprimer un vote blanc, je ne dis pas. Très bien, vaut mieux d'ailleurs aller voter blanc que ne pas aller voter. Bien sûr. Hein, non, moi, ça montre quelque chose. Mais comment le comptabiliser? Non mais moi je pense, alors on va prendre l'élection nationale parce que le Parlement européen pour moi c'est une aberration, mais pour les élections nationales, on va dire, allez présidentielles, pourquoi pas. Si au premier tour, les votes blancs représentent une certaine catégorie, enfin un certain pourcentage, on devrait revoir la liste des candidats. Pour faire quoi? Je sais pas, les gens sont pas satisfaits au deuxième tour, je sais pas. Imaginons qu'un président soit élu, enfin qu'il y ait 51, on va dire 50%, en sachant qu'il y a de votes exprimés, en sachant qu'il y a 70% d'abstention. Imaginons, je sais pas, on va dire 50% d'abstention, imaginons. Mais on devrait refaire le truc. Parce que déjà le problème, c'est que... Mais pour quel résultat au final? Le même? Mais non, pour voir s'il y a un candidat qui peut aujourd'hui séduire les gens. Il y a quand même un écrémage avant d'arriver à ces stades-là. Il faut les signatures des maires, ce que je trouve aussi une aberration parce qu'on sait qu'il y a des grosses pressions qui derrière influent. Voilà, on peut pas dire ça. J'ai discuté avec quelqu'un qui est dans le milieu universitaire qui disait, pour avoir été dans les joues du pouvoir, je tiens à vous dire que la France n'est pas une démocratie. C'est vrai. Aujourd'hui, on sait très bien ces écrémages, ces coups de poing dans le dos pour arriver à ces choix. Moi, je trouve que le vote blanc, les gens ont pris la peine d'y aller et disent non, votre liste, je n'en veux pas. J'en veux pas. Il n'y a pas une liste. Ça créerait une perturbation énorme. Mais de toute façon, la perturbation va venir à un moment donné. Tu viens en train de me dire, ça vient du spectacle, ça vient ainsi, ça tout fout le camp. Tu disais pourri. Soit ça viendra par la manière classe entre guillemets, en disant on vient voter
et les votes blancs représentent une bonne proportion qui nous oblige à revoir les candidats ou revoir les partis ou je sais pas. Il faut pas s'étonner au bout d'un moment. Moi, je pense qu'au bout d'un certain nombre, voilà, pourcentage de votes blancs exprimés entre guillemets qui sont déplacés, il faut refaire quelque chose. Soit annuler l'élection, soit faire quelque chose comme ça sur des et d'autant plus si c'est au second tour parce que voilà, élire déjà c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Déjà les gens aujourd'hui votent pour certains, je fais pas une généralité, ça a été mon cas, votent par dépit. C'est-à-dire que tu te dis bah non, je vais pas voter pour lui. Mais j'ai pas envie de voter pour lui. Ah ouais, mais c'est peut-être pas. Il y a un vote de rabattement qui s'opère, ou alors sinon il y a le vote blanc. Voilà, le vote blanc, ça veut dire non, non, je peux pas être d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec l'élection européenne, mais puisqu'on parle élection, Mais on vote parle élection, blanc, là. et notamment, on a parlé de manière générale des élections. Prenons cet exemple, on parlait du septennat il y a quelques instants, le fait d'avoir mis un quinquennat, c'est-à-dire se baser sur le calendrier électoral de l'Assemblée nationale pour éviter finalement qu'il y ait une cohabitation. Est-ce que finalement la solution ne résidait pas dans une cohabitation où finalement on ne peut pas se balancer le truc parce que on est tous aux responsabilités et finalement est-ce que c'est pas là qu'on peut réussir à faire des choses avec une cohabitation qui arrive, c'est-à-dire que quand on n'est pas content, quand le peuple n'est pas content, eh bien il vote finalement pour l'autre parti, on le disait, ou pour un autre parti de manière générale, en plein milieu d'un mandat d'un président de la République et vice versa pour le changement de président de la République. Oui, mais alors dans ce cas-là, si on voit, oui, si on a, c'est ça, oui, je comprends ce que tu veux dire. Si on a une assemblée qui n'est pas du couleur du gouvernement, c'est ça que tu es en train On a de dire. l'impression depuis qu'il y a le quinquennat que le Premier ministre, par exemple, ne sert à rien. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Je suis d'accord. Non, mais en fait, mais la tendance est reversée. T'es pas d'accord avec le gouvernement, t'es pas d'accord avec le président. Tu dis non. Moi, Oui, mais finalement aujourd'hui, comment est-ce qu'on sanctionne un président? On le sanctionne en votant l'équipe contraire au municipal, ce qui n'a aucun intérêt. Mais ça a toujours été comme ça. Ça c'est pour le coup. Ça a Oui, mais plus avant, de il y avait 50 ans. il y avait un autre levier avant. Oui, non, mais je veux dire, ça a plus de 50 ans de municipaliser l'élection ou de nationaliser l'élection en fonction du parti voilà, en fonction des partis et des communes. Déjà, c'est toujours été pareil. Mais de toute façon, ce que je voulais te dire pour ce qui est cohabitation, je prends le cas de Jospin et de Chirac, par exemple. De toute façon, les gens votent pour l'Assemblée nationale. On dissout l'Assemblée, allez, on dissout l'Assemblée, comme Mitterrand l'avait fait. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un autre parti au pouvoir. Et on a le Premier ministre incarne, et c'est le président. Parce que le président jouit de quoi? Rien du tout. C'est-à-dire que ce que tu veux, et justement ce que tu dis, d'avoir une espèce de codécision, ça ne marchera que quand les esprits seront moins cons. C'est vrai. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, dès que c'est la droite qui propose quelque chose, c'est mauvais si c'est la gauche, et inversement, si c'est la gauche qui propose quelque chose, c'est forcément mauvais si c'est la droite. Il faut faire changer les esprits avant de vouloir changer les fonctionnements. Voilà, c'est Mitterrand qui disait toujours décoloniser l'imaginaire. Enfin, c'est ça. Il faut arrêter. C'est-à-dire que moi, s'il y avait des gens raisonnés un petit peu, mais qui sont pas le politique, parce que le politique voilà, c'est ces couleurs des partis qui servent de hier, ne peut rien faire d'autre, non. Quand il y a une cohabitation, c'est qu'en plus vous allez un nouveau président avec voilà la gauche au pouvoir, ça ne sert absolument. C'est une autre couleur qui arrive, quoi. Une autre couleur qui arrive et qui fait son programme, etc. Le président peut pas dire non, je veux pas. L'Assemblée est de la couleur de l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez que fasse? Et donc oui, il faut faire d'abord changer les esprits, après faire changer les organisations, parce que les esprits ne changeront jamais. Voilà, c'est ça que je trouve dangereux d'être partisan au possible quand on fait de la politique. Moi, je trouve ça assez dangereux, quoi, que c'est même pour les gens, mais je terminerai, c'est même pour les gens qui aujourd'hui font partie d'un parti politique et qui ont des œillères, c'est-à-dire qu'on peut pas discuter avec eux, ils ont des œillères devant eux qui nous disent non, c'est un peu comme l'URSS, quoi. Le parti a dit un truc, on suit, enfin que ce soit partout, hein. Et donc voilà, c'est le fait d'être partisan aujourd'hui est, je pense, le plus gros danger déjà de la bêtise et du danger physique, parce que on peut en arriver à se foutre sur la gueule alors que si on avait essayé de collaborer, là comme on le fait, là en train de discuter, des fois on n'est pas d'accord, mais on avance, on essaie d'avancer. Alors rappelons-le quand même, puisque nous sommes une émission politique et citoyenne, dirons-nous, le 25 mai, élection européenne, question piège Marc, iras-tu voter? Je ne peux pas parce que je ne me suis pas inscrit sur les listes. C'est une bonne raison de ne pas voter. Faut avoir un certain nombre de résidences, et comme j'ai pas été, comme j'ai déménagé sur le même truc, j'ai pas pu
j'ai pas pu le faire. Eh bien, très bien. Rappelons quand même 8 circonscriptions, puisque je vous ai donné des éléments dans cette émission concernant le vote. Effectivement, il y a la circonscription de l'Île-de-France, il y a la circonscription nord-ouest, il y a celle de l'Est, du sud-est et de la Corse, elles vont ensemble. Le sud-ouest, le massif central et le centre, l'ouest et les Français de l'étranger. Tout ça pour élire 74 députés européens, donc c'est une liste. Hein. Vous votez pour une liste et puis ce sera la proportionnelle en fonction du nombre en fonction des résultats des différents votants. Le vote blanc va plus ou moins être pris en charge. Évidemment, on vient de discuter, les modalités sont difficiles. Et puis, alors, ce découpage en 8 circonscriptions, finalement, ça doit inspirer un certain Manuel Valls et ses différents ministres chargés de la décentralisation, de la réforme de l'État ou encore de l'intérieur sur la future carte des régions et des départements français qui est en train de se mettre en place. Ça a été un petit peu l'actualité de ces dernières semaines également. On en avait parlé dans notre émission, si vous voulez vous y référer, c'est toujours sur le site de la radio. Donc voilà, des grandes régions peut-être un jour qui correspondront à peu près aux circonscriptions européennes finalement, avec, voilà, si vous y pensez un petit peu, vous aurez peut-être ici un découpage et vous vous rendez compte que faire partie de la même région que la Bourgogne quand vous êtes en Alsace, ou encore faire partie de la même région quand vous êtes en Nord-Pas-de-Calais et en Basse-Normandie, est-ce que ça a un intérêt? Ça peut être aussi des éléments de réflexion que vous pouvez mener, que nous mènerons certainement dans cette émission au fur et à mesure que les différents axes de la réforme seront annoncés. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Merci à Marc d'avoir participé à cette émission. On se retrouve évidemment très rapidement pour Politiquement Incorrect, je vous le disais, on va se retrouver pour quelques émissions a priori d'ici la fin de la saison. N'hésitez pas toujours à réagir sur Facebook, sur Twitter, les différents réseaux sociaux, à nous envoyer des mails si vous voulez qu'un thème soit présenté dans cette émission, si vous voulez que nos chroniqueurs réagissent à vos questions, si vous avez des réactions. Vous pouvez également venir nous rejoindre à la radio, que vous soyez d'ailleurs de l'université ou non. On peut également inviter nos éventuels camarades de l'UPEC, de l'université Paris-Créteil, avec laquelle nous sommes censés fusionner dans un avenir plus ou moins proche. Voilà encore un vaste sujet que nous avons déjà développé. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, car vous pourrez intervenir, que ce soit en tant qu'invité ou en tant que chroniqueur. Et c'est pas parce que c'est la fin de l'année que nous ne vous accueillerons pas. Au contraire, ça peut tout à fait être une nouvelle piste. Si vous aimez cette émission, vous pourrez participer l'an prochain et faire des tests. Voilà. Et puis, on ne cessera de le répéter dans cette émission. On cherche aussi des filles, puisqu'il y en a relativement peu qui sont passées à l'antenne. Et quand nous défendons bien l'idée d'une pluralité, que ce soit en politique ou de manière générale, c'est toujours bien d'avoir des avis, puisque certains parlent souvent, puisqu'on parle régulièrement du sujet homme-femme, des discriminations qui peuvent exister, des différences ou des ressemblances. Y a-t-il des différences? Et bien voilà, ça peut également être intéressant quand on peut tomber d'accord, évidemment, dans cette émission. Eh bien, c'est toujours des bonnes choses que d'avoir des femmes pour plus d'égalité, dirons-nous, même si ici il n'y a pas de problème de rémunération vu que c'est du bénévolat, mais voilà, Marc, je pense que tu es d'accord avec moi, débattre avec tout le monde, n'ayez pas peur en tout cas de venir nous rejoindre. Ce que je veux dire, c'est que cette émission n'est pas réservée aux hommes malgré les apparences. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, on se retrouve très vite sur Radio Rec, à bientôt, bonsoir, bisous à tous, comme nous dirait notre ami Hugo, et puis bisous à lui s'il nous écoute, puisqu'il est toujours de très bons conseils sur cette émission. À bientôt.